In Brazil, there is additional evidence that the man thought to be Joseph Mengele was in fact the Nazi death camp doctor. Two new witnesses have identified photographs of Mengele as the man they knew. Brésil. Un exhumation discret, réveillez-vous, un vieux demandé. Et ouais, il cadavre enterré. Le médecin d'Auschwitz était-il vraiment là? Surnommé l'ange de la mort, Joseph Mengele a joué un rôle majeur dans l'un des chapitres les plus sombres du XXe siècle. Après la chute du Troisième Reich, il a voyagé en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. Et Brésil, alternant moments de absolu secret avec période de la liberté, sous la protection d'anciens camarades, de sympathisants et d'une surprenante tolérance institutionnelle. Au fil des années, l'Allemagne de l'Ouest a ignoré les rapports qui pointaient directement vers Assons-nous. Seulement une organisation agit avec décision, le Mossad. Ils l'ont approché à plusieurs reprises, mais n'ont jamais réussi à l'attraper. Ce documentaire reconstruit son vidange, mais aussi révèle un arrière-plan plus loin dérangeant. Comment le rusé de Mengele, ajouté à intérêts croisés et complicité secrète, lui a permis de mourir en liberté. Il tatouage que sauf à Joseph Mengele de le allier. Le retrait de Joseph Mengele a commencé à peine 10 jours avant que les troupes soviétiques arrivèrent à Auschwitz. Sa première destination fut Gross-Rosen, un camp de Silésie, où il séjourna brièvement avant d'être contraint de fuir à nouveau face à l'avancée inexorable de l'armée rouge. Pendant ce temps, son mentor Ottmar von Verschuer accéléra la destruction de toute preuve le reliant, envoyant 2 camions remplis de dossiers depuis l'Institut de recherche de Berlin et effaçant les lettres qu'ils avaient échangées. Avec l'effondrement du front, Mengele rejoint une unité de la Wehrmacht en retraite, remplaçant son uniforme de le SH par un de la armée régulier, se réfugier avec il dans Tchécoslovaquie centrale. La résistance devenait de plus en plus impossible et, début mai, l'avancée soviétique atteignit Saaz dans les Sudètes, où il trouva un hôpital de campagne motorisé. Il y reconnut un ancien collègue, Hans Otto Kaller, qui, bien que non membre de la jeu nazie, il y avait travaillé faible le tutel de Verschuer, et il devint essentiel pour protéger l'identité de Mengele. Hésitant après l'annonce du suicide présumé d'Hitler, il postula pour intégrer l'hôpital et fut accepté grâce à l'intervention de Kaller. Le soirée de la 8 de Pött, coïncidence avec le signature de le se rendre allemand, il traversa la Saxe, se retrouvant coincé dans une zone frontalière entre les forces soviétiques et américaines, un territoire sans contrôle clair. Mengele, craignant d'être démasqué comme SS, adopta plusieurs identités dans ses journaux de bord. Fritz Ullmann, le médecin de l'hôpital, soupçonna ses origines, mais choisit de garder le silence. Peu plus loin d'1 mois après, le 15 de juin, avec le arrivée de troupes américains, Joseph a réussi à s'échapper temporairement en rejoignant une colonne improvisée qui a réussi à s'échapper le contrôle allié pour Croix à Bavière. Non, cependant, près de Weiden, le manque de carburant arrêtait son avance et était attrapé. Bien que était inscrit faible son nom, en réalité, Mengele conserva un avantage crucial. Il ne se fit jamais tatouer son groupe sanguin sur la poitrine, comme l'exigeaient les SS. Cette omission, fruit de sa vanité, fut décisive pour lui éviter sa condamnation définitive. Après son libéré de la champ de prisonnier, il ange de la mort. Non pourrait imaginer jusqu'à place toi, il y avait favorisé le chance. Depuis avril de 1945, son nom a été répertorié entre les criminels les plus recherchés par les organisations internationales. Plusieurs survivants avaient déjà témoigné devant les autorités alliées et la commission des crimes de guerre. De les Nations Unies, il y avait y compris dans son liste par meurtre massif et d'autres atrocités. Le haut commandement allié à Paris l'avait également inscrit au premier répertoire central des criminels de guerre et des suspects de sécurité utilisés dans les camps de détention. Toutefois, ces informations ne sont pas parvenues à tous les centres de détention ou n'ont pas été utilisées efficacement. Chaos administratif après la capitulation de la Troisième Reich, le pression par libérer rapidement à des millions de détenus et l'ardeur de reconstruire le pays, créer les conditions idéales pour que des personnalités comme Mengele échappent à tout contrôle. Durant son incarcération, la peur d'être découvert le rendait anxieux. Le docteur Ullmann, neurologue et camarade de camp, fut appelé par Kaller pour traiter sa dépression grandissante. C'est alors que Mengele avoua la raison de son anxiété. Il craignait que quelqu'un identifiait son passé dans Auschwitz. Ullmann. Non seulement garder le secret, mais que faciliter un via de échappement.
profiter son position dans le bureau administratif du camp, il a obtenu des duplicatas de documents de libération, dont un qu'il a remis à Mengele. Quand les deux allaient à être libérés, un réorganisation de le transport il a pris à Mengele fut emmené dans un deuxième camp, où il fut à nouveau enregistré sous son vrai nom. Plus de 2 semaines s'écoulèrent avant son transfert à Ingolstadt. De là, il décida de se rendre à Donauwörth. Recherche-abri dans maison d'un vieux connaissance, Albert Meunier. Dans Il Voyage, une rencontre fortuite avec un agriculteur lui offrit un moyen de transport improvisé, 2 vélos. Mengele cacha ses vrais papiers dans le guidon creux de l'un d'eux et garda les faux dans sa poche. Arrivé à destination, il dit au revoir au fermier, ignorant que les papiers portant son vrai nom s'envolaient à ses côtés. Cet oubli l'obligea à adopter définitivement l'identité de Fritz Ullmann. À son arrivée à Maison de Le Meunier, était reçu avec méfiance. Pour calmer le soupçon, il tenta de se justifier par une phrase évasive. Il ne fallait pas croire tout ce qu'on disait de lui. Mais sa présence ne passa pas inaperçue. Cette même nuit, Albert Miller fut arrêté par la police. Américain. Effrayé en vue de la possibilité d'être identifié, Joseph fuit. Il est retourné en zone soviétique avec un seul objectif, récupérer les documents scientifiques qu'il avait laissés en lieu sûr chez son ancienne infirmière. À son retour du territoire soviétique, où il avait récupéré ses notes d'Auschwitz, Mengele trouvait abri temporaire dans Munich. Là-bas était accueilli par un couple ami dont les liens avec lui remontaient au front de l'Est. Pendant plusieurs semaines, ils l'aidèrent à se rétablir et discutèrent avec lui de sa situation juridique. Il restait convaincu de pouvoir comparaître devant le tribunal et prouver son innocence. Le couple, en revanche, jugeait son point de vue dangereusement naïf. Il connaissait de première main, par l'intermédiaire du pharmacien en chef d'Auschwitz, l'ampleur des crimes commis. Ils l'avertirent ouvertement que s'il se rendait, il serait exécuté. Ce qui troubla le plus la confiance de l'ange de la mort ne furent pas des rumeurs, mais des informations vérifiées. Il apprit que plusieurs médecins d'Auschwitz avaient été condamnés. Fritz Klein, son collègue chargé de la sélection des nouveaux prisonniers, fut pendu. Werner Rode aussi était condamné, et Eduard Wirtz. Il s'est suicidé avant de être jugé. Plus loin. En décembre 1946, le procès de 23 médecins SS s'ouvrit à Nuremberg. Les accusations comprises depuis expériences avec sulfamide jusqu'à stérilisation forcée, torture et exécution massive. Mengele suivait attentivement les débats. Il avait mené des expériences similaires avec des jumeaux et des injections de maladies. Il partageait également l'idéologie de Karl Brandt, le médecin personnel d'Hitler, qui prenait l'utilisation d'humains comme cobayes lorsque les animaux ne suffisaient pas. Le procès a clairement démontré que cette logique n'était plus tenable. 7 de l'accusé étaient condamnés à la mort et 5 à chaîne réclusion criminelle à perpétuité. Le docteur Hertha Oberhäuser, seule femme parmi les accusés, a été condamnée à 20 ans de prison pour avoir provoqué la mort par injection létale. L'impact de ces phrases fut profond. Joseph réalisa que, loin de trouver la compréhension, ferait face à la même destination, où elle était attrapé. Dans son autobiographie, il a écrit des passages justifiant le système des camps et l'internement de groupes qu'il considérait comme dangereux en raison de leur origine. Il a exprimé sans ambiguïté sa conviction en l'internement préventif des Juifs, des Tziganes et d'autres éléments dits indésirables, alors que tellement son autour plus loin proche renforçait son alibi. Son père, arrêté en 1946 pour son rôle dans l'appareil économique nazi local, a déclaré à plusieurs reprises que Joseph avait disparu dans combat. Son épouse Irène, par son parti, gardait le farce même après savoir qu'il était vivant. Habillé de deuil, demandait prière par son décédé mari, dissipant ainsi les soupçons. Même si certains témoins, comme le docteur Gisela Perle, ont tenté d'alerter les autorités sur son sort, la confusion bureaucratique et les erreurs administratives se sont consolidées. Un vera alternative pour le fichier officier Joseph Mengele. Il était mort depuis octobre 1946. Isolé, craint et sans aucune option visible, Mengele décide au printemps 1949 de quitter définitivement l'Allemagne. Cette décision ne résulte pas d'un réseau organisé, comme on l'a parfois supposé, mais d'une série d'improvisations financées par sa famille et coordonnées par à travers anciens contacts de l'ESH dans la région de Günzburg. Son plan initial prévoyait un passage sûr vers l'Italie,
Mais faute de pouvoir obtenir un passeport valable au marché noir, il dut traverser les Alpes clandestinement. D'Innsbruck, il arriva à Steinach, au pied du col du Brenner, où l'attendait le premier de plusieurs intermédiaires, dont il codifia l'identité dans ses mémoires. Aux premières heures du 18 avril, guidé par un contact local, il franchit la frontière à pied sous la pleine lune, échappant au contrôle grâce à l'obscurité et à la routine de la contrebande alpine. Une fois sur le sol italien, il prit le premier train pour Vipiteno. Une erreur le fit descendre plus tôt que prévu, et il ne monta dans le bon train qu'après s'être camouflé parmi un groupe de passagers. Sa destination était île auberge d'Orécroix, où déjà a été répertorié inscrit faible à un nom faux, Fritz Hollmann. Il y fut accueilli par un second collaborateur, probablement Hans Sedlmayer, un employé de confiance de l'entreprise familier. Ce toit remit argent dans espèces et, selon Mengele lui-même, une petite valise contenant des échantillons biologiques qu'il avait conservés depuis Auschwitz. Au cours des semaines suivantes, il révisa attentivement l'itinéraire qu'il devait suivre. Vipiteno voyageait à Bolzano et il rencontrait avec Kurt, en charge de la extensible fin. Ces derniers ont organisé la collecte de faux documents, dont un passeport de la Croix-Rouge suisse sous l'identité d'Helmut Gregor. Ils se sont ensuite rendus au consulat argentin, où le visa a été traité sans problème. Mais lorsqu'on cherche à sortir officiellement d'Italie, le fonctionnaire qui s'occupe normalement de ces dossiers était de vacances. Par île, Kurt doit suggérer tentative pot de vin au remplaçant, Joseph. Il l'a fait, mais ce geste l'a trahi. Il a été arrêté, interrogé et emprisonné pendant 3 semaines, condition qu'il même décrit avec mépris. Son chance, il semblait épuisé jusqu'à le fonctionnaire habituel revint et régla les formalités administratives en suspens. Son visa de sortie enfin en règle, Joseph Mengele embarqua sur le North King à destination de Buenos Aires le 25 mai 1949. Bien air, il abri moderne pour le criminel de la Troisième Reich. Après plusieurs semaines d'incertitude, le Ange de la mort arriva enfin en Argentine le 22 juin 1949. Ce débarquement marqua le début d'une période chargée de tensions inattendues. Bien qu'il ait espéré qu'un contact local l'attende au quai, il ne trouva personne. À cela s'ajouta un contretemps à la douane. L'un des agents, intrigué par le contenu de sa valise, demanda à l'examiner. Il répondit qu'elle contenait « notes biologiques ». Il requit la présence d'un médecin-port. Sans comprendre les documents en allemand, le fonctionnaire les a examinés superficiellement et l'a laissé passer. Sans argent ni logement, il s'est appuyé sur 2 compagnons de voyage italiens qui l'ont emmené dans une pension de famille modeste du quartier de Palerme, où il a partagé une chambre sans aucun confort. Partant de ce modeste point de départ, il a commencé à chercher du travail. Muni d'une adresse fournie par ses contacts en Europe, il s'est présenté au bureau. De un homme d'affaires textile à OMS, son agenda mention comme « shot ». Bien que je m'attendais à une position de responsabilité, seulement toi ils ont offert emploi manuel dans l'usine, il que Mengele considérait comme indigne de sa formation et de son expérience. Dans que moment son situation touchait le précarité, déjà non dénombré avec il protection. Il est né directement dans sa famille, et la chute du pouvoir absolu d'Auschwitz à la pauvreté urbaine de Buenos Aires fut plus difficile que prévu. Il finit par accepter un emploi de charpentier, attiré par la possibilité d'avoir une chambre dans le quartier de Vicente Lopez. Bien que à peine avec confidentialité, déjà que commun il espace avec un ingénieur, était la première base relativement stable qu'il a réussi à établir. Le coexistant s'il mettre dans une position inconfortable. Son copain, au avis le présence ayant découvert des instruments médicaux parmi ses affaires, il commença à se méfier de son passé. Joseph nia être médecin, mais lorsque la fille de l'ingénieur tomba malade, il accepta de la soigner. Il l'isola, fit baisser sa fièvre avec des compresses froides et lui prescrivit un mélange de sulfamide et de tisane à la camomille. Il fit ensuite promettre au père de garder le secret. Pendant ce d'abord mois, a commencé à écrire un agenda que reflétait son désorientation et anxiété en tant que fugitif. Cependant, ses archives furent soudainement interrompues et ne reparurent qu'en 1960. Parallèlement, une correspondance avec sa famille subsiste, dans laquelle il décrit son adaptation à une ville dynamique et moderne. Buenos Aires offrait un environnement avancé, avec des journaux en langue allemande, une scène théâtrale florissante et une vie intellectuelle active dont le niveau le surprit, même comparé à celui de l'Europe.
Dans son essayé par stabiliser son nouveau vie dans le capital argentine, Mengele observait avec intérêt les contrastes qui l'entouraient. Malgré son statut de fugitif, l'environnement urbain de bien-être il s'est avéré familier. Avenues boisées, carrés ornés, toits. Les rues pavées d'ardoises et les terrasses de café lui rappelaient Paris. L'architecture européenne, le raffinement bourgeois et l'apparente dévotion aux hiérarchies sociales renforçaient son sentiment d'appartenance. Mais derrière cette façade cosmopolite se cachait un pays profondément inégalitaire, où les bidonvilles se développaient à l'ombre des palais et où une oligarchie d'éleveurs de bétail dominait l'économie, un pouvoir hérité de génération en génération. Le climat politique et religieux favorisait également leur anonymat. L'Argentine était majoritairement catholique, avec une église conservatrice influente, ouvertement intolérante envers les minorités comme la communauté juive, qui n'avait toujours pas accès aux postes ministériels. Cette atmosphère de exclusion ajustée avec l'idée que Mengele il y avait défendu pendant années. De plus, le pays comptait une importante colonie allemande, établie avant la guerre, avec des écoles dans leur langue, des quartiers à forte identité nationale et des réseaux sociaux facilitant l'intégration des nouveaux arrivants comme lui. Certains journaux locaux avaient même adopté une ligne éditoriale pro-nazie depuis les années 1930, et pendant la guerre, le soutien au Troisième Reich parmi les Allemands d'Argentine était si répandu qu'il a donné lieu à une enquête officielle. Bien que Bonheur Commission conclue que des milliers de immigrants étaient liés au gouvernement d'Hitler et les fonds reçus de l'Allemagne pour promouvoir un quatrième Reich dans l'hémisphère sud, le gouvernement de Juan Domingo Perón décida de ne pas intervenir. Au contraire, il facilita leur règlement. Perón, militaire ventilateur de la modèle fasciste italien, il y avait accédé ou arrivé au pouvoir en 1943 à la suite d'un coup d'État, il mena une politique ouvertement favorable aux fugitifs du nazisme. Il réserva des milliers de passeports vierges pour faciliter leur entrée, activa ses contacts diplomatiques en Europe et espéra qu'une Allemagne vaincue serait reconstruite selon des principes similaires à ceux du Troisième Reich. Sous son administration, l'Argentine devint l'une des principales destinations des criminels de guerre allemands. Perón lui-même, aux côtés d'Eva Duarte, avait protégé et canalisé fonds venant de la pillage nazi. Partis de Lahore, pierres, baux et travaux. Les œuvres d'art en provenance d'Europe étaient stockées dans des banques argentines sous de fausses identités contrôlées par ses proches. Dans ce contexte, Mengele est passé d'une vie précaire à une installation dans la résidence d'un prétendu sympathisant nazi dans une zone exclusive de Floride, sans que les autorités d'immigration ne lui posent de questions gênantes sur ses origines ou ses papiers. Installé déjà dans un autour que doit offert protection politique, affinité idéologique et tolérance institutionnelle, Mengele a commencé à tisser de nouvelles relations personnelles qui assureraient sa survie dans l'exilé. Peu à peu, il complaît dans un grille composé par d'anciens responsables du Troisième Reich et des figures influentes du nationalisme argentin. Parmi les premiers à s'approcher se trouvait Wilhelm Sassen, ancien agent de l'Abwehr, expérimenté dans les opérations de désinformation qui allait devenir un personnage clé du réseau de réfugiés nazis en Amérique du Sud. Sassen, néerlandais de naissance et membre de la SS, était arrivé en Argentine en 1948 grâce au réseau des services secrets allemands encore actifs dans le pays. Selon ses propres termes, il décrivit le docteur Joseph comme un homme brillant, cultivé et un bon médecin, rejetant les accusations concernant ses crimes à Auschwitz, qu'il attribuait à des rumeurs impossibles à réfuter sans preuves concluantes. En 1952, c'est Sassen qui fit découvrir le pays à Joseph, avec autres fugitifs, Adolf Eichmann, que par donc vécu dans le capital argentine sous le nom de Ricardo Clément. Bien qu'ils aient partagé un passé et un destin commun, ils n'ont jamais noué d'amitié profonde. Mengele méprisait l'attitude abattue d'Eichmann et le considérait comme un chiffre vaincu. En plus, à différence de Hill, il organisateur de la solution fin. Il manquait de ressources propres et dépendait entièrement de réseaux clandestins. Il ange de la mort, dans Changement, dénombré avec dose économique et un autour prêt à le protéger. L'un de ses plus proches alliés durant ces années était l'architecte Federico Haase, une figure influente des cercles politiques paraguayens. Haase lui présenta des contacts qui facilitèrent plus tard sa naturalisation au Paraguay et lui présenta également Hans Ulrich Rudel, ancien aviateur de la Luftwaffe et héros de guerre allemand.
Rudel, connu pour son égoïsme et son rôle dans les réseaux de soutien aux fugitifs comme Kameradenwerk, lui apporta à la fois influence et expérience. À milieu de l'année 50, Mengele a commencé à voyager avec fréquence au Paraguay. Il était initialement représentant commercial pour l'entreprise agricole familiale. Ses déplacements étaient si libres que, selon des rapports concordants de l'époque, il n'a jamais dissimulé son identité ni utilisé de faux noms lors des traversées des frontières entre l'Argentine, le Paraguay et le Brésil. Bien que sa famille, et notamment son neveu Dieter Mengele, a nié toute relation financière avec lui, comme l'indiquent divers témoignages et rapports de renseignement que il dose économique vient au moins en partie, de l'entreprise fondée par son père à Günzburg. Dans que même période, les autorités européennes, ils ont redoublé efforts par capture-le. En juin 1959, le juge Robert Müller du tribunal de Fribourg a émis un mandat d'arrêt international pour meurtre multiple avec préméditation. La procédure a été initiée par un survivant, Hermann Langbein, qui a demandé que l'extradition soit traitée en toute discrétion. Cette confidentialité, sans embargo, il cassé. Infiltration dans le police de Günzburg a permis à la famille Mengele de l'alerter avant l'arrivée de la notification officielle. À cette époque, il avait déjà demandé la nationalité paraguayenne sous son vrai nom. Il bénéficiait du soutien d'Alejandro von Eckstein, figure du régime Stroessner, et de Werner Jung, ancien camarade nazi. Interrogé, Jung répondit simplement « Mengele me ». Demandé « Ouais, voulait être témoin » et dit que « ouais ». Merci à l'intervention de la ministre Edgar Insfran, a reçu sa carte d'identité paraguayenne en octobre et peu de temps après, un certificat officiel de bonne conduite. Le juge Luis Martinez Miltos a validé la naturalisation grâce à ce document, accompagné des déclarations sous serment de ses parrains. Il n'existait aucun traité d'extradition avec l'Allemagne. Occidental et Stroessner, Non était disposé à livrer à OMS, l'État l'avait accueilli légalement. De plus, sa citoyenneté lui permettait d'acheter un terrain, un projet qu'il menait déjà dans l'Alto Paraná, en face de Misiones. Coïncidant avec la clôture de l'affaire, Mengele a été informé du décès de son père. Bien que j'ai souhaité revenir en arrière pour il funérailles, abandonné au savoir que le police les Bavarois tentèrent de le capturer. Il envoya donc une couronne avec un ruban sur lequel était écrit « Salutation de loin ». Peu après, le consulat d'Allemagne à Asunción confirma officiellement sa présence. Mais les autorités paraguayennes, alertées à l'avance, vidèrent soigneusement les archives avant que le consul Angeman ne puisse les consulter. Au même moment, Interpol réclama le dossier à son siège à Paris, bien que son intervention ne constituât pas une menace concrète. L'organisation continua de considérer les crimes nazis comme des affaires de nature nationale, politique, dehors de son compétence. Dans que climat de complaisance, le 27 de novembre, le document officiel de citoyenneté a été délivré sans obstacle au nom de José Mengele. Alors que sa nouvelle identité juridique prenait racine au Paraguay, de l'autre côté de l'Atlantique, la voie diplomatique a montré leurs frontières. Le Allemagne occidentale, il y avait initié procédures officielles, mais avec peu d'attente. Le scepticisme grandit en Israël. L'Argentine avait déjà indiqué qu'elle ne coopérerait pas, considérant les accusations comme politiques. Cette position, courante dans la région, confirma à Israël l'inefficacité des mécanismes juridiques. Dans ce contexte, une autre stratégie commença à prendre forme, une notion active de justice internationale. Peu après, ce changement allait faire d'un autre fugitif une priorité, Adolf Eichmann. Le double chasse de la Mossad dans Bien Air. Le stratégie israélien pour capturer Adolf Eichmann était, depuis il commençait, une rupture avec les méthodes traditionnelles du Mossad. Jusque-là, ses priorités s'étaient concentrées sur les menaces extérieures, notamment celles émanant de Moscou. Cependant, après avoir reçu des informations concrètes sur la localisation d'Eichmann en Argentine, le directeur Isser Harel a réorienté l'action de son agence. Lors d'une réunion avec le ministère des Affaires étrangères en 1957, il a reçu une information qui l'a convaincu. Eichmann vivait à Buenos Aires sous un faux nom. Dans le semaine suivant, Harel révisait à arrière-plan, il enregistrait de l'ancien bureaucrate de l'SS et décidait acte, même sans soutien officiel de la gouvernement allemand. Pour il jugement non. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de justice, mais d'une responsabilité nationale.
Selon les propres mots de Harel, Israël était le seul pays disposé à le juger selon le droit et la mémoire historique. Le Premier ministre Ben Gourion approuva la mission sans hésitation. C'est alors qu'une possibilité inattendue s'est présentée. Joseph Mengele, également en Argentine, vivait sous son vrai nom. Bien que les informations disponibles à son sujet soient plus fragmentaires, il savait que maintenu activité commerciale, que son épouse a été répertoriée dans le « il disposait de l'annuaire téléphonique » et voyageait relativement librement entre Buenos Aires et le Paraguay. Harel estimait que, si l'opération contre Eichmann réussissait, tenter de capturer Joseph serait la suite logique. Comme il le notait dans son journal, « Si nous avons déjà tant investi, nous devrions également essayer de capturer Mengele ». Cependant, la surveillance initiale échoua en raison d'une erreur de jugement. Un informateur clé, Lothar Hermann, avait correctement indiqué l'adresse d'Eichmann, mais fut écarté, après une confusion avec l'identité de la propriétaire de la maison. Se causait un retard de 18 mois, durant lequel Mengele traversa à nouveau la frontière argentine pour retrouver sa famille. Ce geste coïncida avec la relance de l'opération du Mossad en avril 1960. À cette époque, Harel décida de prendre personnellement en charge l'opération et compila, en code, toutes les informations pertinentes sur Mengele. Il savait que s'il était découvert par les autorités argentines, justifier une action secrète déjà serait difficile, mais justifier deux, c'était tout simplement impossible. L'opportunité d'attraper l'ange de la mort lors de l'opération contre Adolf Eichmann devint plus concrète lorsque, lors des interrogatoires dans sa cellule improvisée, Eichmann mentionna une pension où, selon ses souvenirs, Mengele avait résidé. L'établissement était tenu par une Allemande nommée Jurman, et bien qu'Isser Harel déjà, je savais que adresse, toi surpris que Eichmann confirmait son lien avec c'était une maison isolée, entourée d'une clôture blanche, dans une rue calme de la banlieue de Buenos Aires. À milieu de l'année 50, Mengele a commencé à voyager avec fréquence au Paraguay. Il était initialement représentant commercial pour l'entreprise agricole familiale. Ses déplacements étaient si libres que, selon des rapports concordants de l'époque, il n'a jamais dissimulé son identité ni utilisé de faux noms lors des traversées des frontières entre l'Argentine, le Paraguay et le Brésil. Bien que sa famille, et notamment son neveu Dieter Mengele, a nié toute relation financière avec lui, comme l'indiquent divers témoignages et rapports de renseignement que Hildos économique vient de, au moins en partie, de l'entreprise fondée par son père à Günzburg. Dans que même période, les autorités européennes, ils ont redoublé efforts par capture-le. En juin 1959, le juge Robert Müller du tribunal de Fribourg a émis un mandat d'arrêt international pour meurtre multiple avec préméditation. La procédure a été initiée par un survivant, Hermann Langbein, qui a demandé que l'extradition soit traitée en toute discrétion. Cette confidentialité, sans embargo, île cassée. Infiltration dans le police de Günzburg a permis à la famille Mengele de l'alerter avant l'arrivée de la notification officielle. À cette époque, il avait déjà demandé la nationalité paraguayenne sous son vrai nom. Il bénéficiait du soutien d'Alejandro von Eckstein, figure du régime Stroessner, et de Werner Jung, ancien camarade nazi. Interrogé, Jung répondit simplement « Mengele me ». Demandé « Ouais, voulait être témoin » et dit que « ouais ». Merci à l'intervention de la ministre Edgar Insfran, a reçu sa carte d'identité paraguayenne en octobre, et peu de temps après, un certificat officiel de bonne conduite. Le juge Luis Martinez Miltos a validé la naturalisation grâce à ce document, accompagné des déclarations sous serment de ses parrains. Il n'existait aucun traité d'extradition avec l'Allemagne. Occidental et Stroessner, Non était disposé à livrer à OMS, l'État l'avait accueilli légalement. De plus, sa citoyenneté lui permettait d'acheter un terrain, un projet qu'il menait déjà dans l'Alto Paraná, en face de Misiones. Coïncidant avec la clôture de l'affaire, Mengele a été informé du décès de son père. Bien que j'ai souhaité revenir en arrière pour il funérailles, abandonné au savoir que le police les Bavarois tentèrent de le capturer. Il envoya donc une couronne avec un ruban sur lequel était écrit « Salutations de loin ». Peu après, le consulat d'Allemagne à Asunción confirma officiellement sa présence. Mais les autorités paraguayennes, alertées à l'avance, vidèrent soigneusement les archives avant que le consul Angeman ne puisse les consulter. Au même moment, Interpol réclama le dossier à son siège à Paris, bien que son intervention ne constitua pas une menace concrète. L'organisation continua de considérer les crimes nazis comme des affaires de nature nationale.
politique, dehors de son compétence. Dans que climat de complaisance, il 27 de novembre, le document officiel de citoyenneté a été délivré sans obstacle au nom de José Mengele. Alors que sa nouvelle identité juridique prenait racine au Paraguay, de l'autre côté de l'Atlantique, la voie diplomatique a montré leurs frontières. Le Allemagne occidentale, il y avait initié procédures officielles, mais avec peu d'attente. Le scepticisme grandit en Israël. L'Argentine avait déjà indiqué qu'elle ne coopérerait pas, considérant les accusations comme politiques. Cette position, courante dans la région, confirma à Israël l'inefficacité des mécanismes juridiques. Dans ce contexte, une autre stratégie commença à prendre forme, une notion active de justice internationale. Peu après, ce changement allait faire d'un autre fugitif une priorité, Adolf Eichmann. Bien que le chance était minimal, Harel reconnut que le sensation de avoir. Il était difficile d'accepter qu'il ait été sur le point de le capturer. D'après ses calculs, Joseph avait quitté la pension quelques semaines auparavant. Bien qu'il ait vécu principalement au Paraguay depuis mai 1959, il était connu pour se rendre fréquemment à Buenos Aires pour voir sa famille, et tout indiquait que ce séjour faisait partie de ceux-ci. Tandis que les recherches simultanées se terminaient, l'équipe atteignit son objectif principal. Dans la nuit du 20 mai, des agents israéliens réussirent à monter discrètement à bord d'un Eichmann. Sous sédatif dans l'aéroport de Ezeiza, le faire passer par un membre malade de l'équipage. Par la suite, des rapports ont émergé suggérant que les services secrets argentins avaient suivi de près chaque phase de l'opération. Selon d'après les documents attribués au Saïd, le gouvernement Frondizi aurait ordonné de ne pas intervenir, se limitant à observer. Bien que des indices aient suggéré une possible complicité passive du gouvernement Frondizi, il n'en demeure pas moins que, quelques semaines seulement après l'enlèvement d'Eichmann, l'Argentine a fait pression pour une condamnation formelle d'Israël devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le 5 juin 1960, la résolution fut adoptée à l'unanimité. Israël avait violé la souveraineté argentine en enlevant Eichmann par des moyens clandestins. Même des pays traditionnellement proches de l'État hébreu se joignirent à la condamnation. La possibilité qu'un président argentin privilégie les intérêts israéliens à ceux de son propre pays était, du moins publiquement, inacceptable. L'explication la plus plausible est que les services de renseignement argentins, débordés par l'événement, ils ont essayé de sauvegarder son image en écrivant informations fausses après l'opération. L'incident a déclenché une vague de réactions antisémites qui s'est rapidement propagée dans toute l'Amérique du Sud. Des cimetières juifs ont été vandalisés, des écoles incendiées et des restaurants détruits. Attaqués avec bras de feu et plusieurs synagogues étaient blancs de explosifs. En Colombie, des sympathisants nazis organisèrent des manifestations en mémoire des criminels exécutés à Nuremberg, tandis que des groupes de jeunes d'extrême droite manifestaient dans plusieurs capitales régionales. Le climat devint encore plus sombre lorsque des cas de violence directe commencèrent à circuler. À Montevideo, la résidence de l'ambassadeur d'Israël fut bombardée, et à Buenos Aires, Graciela Sirota, fille du propriétaire d'une des maisons utilisées par le Mossad, fut enlevée, maltraitée et torturée, avec des symboles nazis gravés sur son corps. Autre cas choquant, celui de Merta Penjerek, une jeune femme assassinée après avoir été liée au mouvement logistique de l'emprisonnement d'Eichmann. Face à ce scénario défavorable, Harel décide d'agir. À Tel Aviv, il forme une unité spéciale, avec un but clair, attraper aux hanches de la mort. Il centre de opération Il situé à Paris et placé sous la direction de Zvi Aharoni, il compte à partir de 1961 plusieurs membres de l'équipement, Il déployés dans Europe et Amérique latine. Dans le continent européen, ils ont essayé approche au autour familier de Mengele et continué le mesure de Hans Rudel, l'un de ses anciens protecteurs. En Amérique du Sud, la mission consistait à infiltrer les réseaux qui abritaient encore des nazis en fuite. Harel affirmait que cette nouvelle opération nécessitait encore plus de ressources que la précédente, mais que la pression politique et les critiques internes allaient bientôt porter leurs fruits. De Paraguay à Brésil, le itinéraire fin de la hanche de la mort. Alors que l'opération du Mossad commençait à disparaître dans l'ombre de Vicente Lopez, à plus loin de 8000 km de distance, un homme d'affaires juif résidant sur la côte ouest des États-Unis, il ouvrit son journal avec stupeur. Là, imprimé en noir et blanc,
Il reconnut l'image de l'homme avec qui, des années auparavant à Buenos Aires, il avait failli s'associer dans le commerce du textile. Incrédule, il appela aussitôt la femme qui les avait présentés. Tous deux confirmèrent l'inattendu, cette connaissance était Joseph Mengele. Au Paraguay, le fugitif traversait une période critique. Caché dans une propriété rurale appartenant à un homme d'affaires allemand du nom d'Alban Krug, dans le sud du pays, la nouvelle de la capture d'Eichmann, du mandat d'arrêt émis par l'Argentine et, surtout, de la mort subite de son intime collaborateur Frédéric Haas, coulait à Joseph dans un profond crise émotionnel. Dans son agenda, regrettait avec intensité le perte de OMS, considéré son âgé soutien. En ces temps incertains, la mort de l'architecte a représenté non seulement un coup dur pour lui, mais aussi l'effondrement de son système de sécurité au Paraguay. Isolé et paranoïaque, il a commencé à sérieusement envisager le suicide. Quelques jours plus tard, un visiteur connu sous le nom de Don C. atterrit sur une piste d'atterrissage privée près du domaine, apportant avec lui des publications allemandes. Pour la première fois, elles étaient présentées. Description détaillée à propos le crime Tasch dans Auschwitz. Mengele l'a lu attentivement, se sentant assiégé par ce qu'il a décrit comme une campagne de diffamation alimentée par la haine ancestrale de l'Ancien Testament. Dans sa perception déformée, tout cela s'inscrivait dans une vengeance mondiale contre la mémoire héroïque du Reich. Parallèlement, la République fédérale d'Allemagne a de nouveau lancé une demande d'extradition vers l'Argentine, malgré l'inexistence d'un traité bilatéral. Le cause rechute dans il juge Georges Luc, qui voyait dans cette affaire un moyen de redorer l'image internationale de son pays après le scandale Eichmann. Bien que l'Allemagne de l'Ouest ait offert pour la première fois une récompense publique à un criminel nazi, aucun informateur n'a répondu. À ce moment-là, Mengele avait déjà disparu. Le effort de la juge Georges Luc pardonnait avec ilou de Joseph Mengele. Dès le début, ils se heurtèrent à des obstacles inhabituels. Même sans nationalité argentine, et après avoir menti lors de leur déclaration d'entrée dans le pays en 1949, la bureaucratie imposa que l'ensemble du dossier d'extradition soit conforme au code pénal argentin. Comme si cela ne suffisait pas, les premiers documents envoyés d'Allemagne arrivèrent expurgés. Dans allemand, quand il langue légale demandée, était il espagnol, il que forçait à redémarrer le processus. Mais le plus révélateur fut le manque de précision des informations envoyées par l'ambassade d'Allemagne. À propos de l'adresse où, soi-disant, il y avait, résidait-il médecin nazi. Quelques adresses manquaient de localité et autres étaient faux. Par exemple, il nombre le 968, rue Vertise, n'a jamais existé. Après des recherches infructueuses, les policiers ont finalement identifié une variante plausible. Le 970, rue Viré-Vertise, dans le quartier d'Olivos, où d'anciens voisins affirmaient l'avoir vu des mois auparavant, mais où il n'y a plus aucune trace. Le juge soupçonnait les autorités policières de dissimuler quelque chose. Il n'a jamais pu le prouver, mais il n'a pas exclu la possibilité de pots de vin financés par la famille Mengele. Une autre équipe de police a enquêté sur une pension située au 1074, rue 5 de Julio, à Vicente Lopez. Là-bas était interrogé le propriétaire, Bergilda Jurman, OMS admis savoir à Marthe, le épouse de Joseph, et à son beau-fils, à OMS identifié comme Carlos Enrique, bien qu'il l'ait nié avoir avec contact avec il fugitif. Le donné était le eux-mêmes que avaient des agents israéliens ont traité cette affaire des mois plus tôt, sans résultat. En l'absence de progrès, Luc a demandé une recherche nationale, mais celle-ci a été initialement rejetée. Par le chef de la police fédérale, l'amiral Niceto Vega. OMS alléguait que non allait mobiliser des ressources pour localiser un étranger qui n'avait commis aucun crime en Argentine. Quelques semaines plus tard, un télégramme fut envoyé avec le mandat d'arrêt, détaillant l'identité et l'adresse du suspect. Cependant, l'information arriva trop tard. Mengele n'était plus dans le pays. Informé du chaos administratif par Martha et son beau-fils, qui lui rendaient encore visite sporadiquement à la ferme Krug au Paraguay, Mengele se sentit menacé non par les Argentins ou les Allemands, mais par les Israéliens. Craignant d'être capturé, il décida de quitter définitivement le Paraguay. En octobre 1960, il franchit la frontière brésilienne, accompagné jusqu'au dernier moment par Hans Rudel et Alban Krug, qui le saluèrent et l'avertirent que sa guerre n'était pas encore terminée, là dans une ville qu'il décrit.
Avec trafic constante, collines et bruit urbain, a commencé son suivant scène, avec l'aide décisive de Wolfgang Gerhard, un fervent nazi qui lui fournit des contacts, un refuge et de nouveaux documents. Après son arrivée au Brésil, le médecin d'Auschwitz s'intègre discrètement dans le cercle de Gerhard et leurs contacts. Là-bas, il exilait offert quelque chose plus loin que protection, un autour où son idéologie n'était pas remise en question, mais partagée. L'exaltation du nazisme persistait dans les gestes du quotidien, les rituels familiaux et une rhétorique de haine qui trouvait un écho auprès de son entourage. Dans cet environnement, où son passé suscitait la compréhension plutôt que le rejet, Mengele trouvait une sorte de validation. Pour un homme de plus en plus isolé, s'entourer de personnes qui non seulement le protégeaient, mais aussi réaffirmaient sa vision du monde, était aussi précieux qu'un faux document. Le utilitaire de Gérard, pour Joseph non Hill, limité au fanatisme. Avec contact dans Hill, son secteur immobilier et sa connaissance de l'arrière-pays brésilien, lui ont offert des échappatoires et des séjours isolés, parfaits pour un fugitif comme lui. Dans l'une de ses propriétés, située à Mengele, séjourna plusieurs mois à Itapetirica, à environ 70 km de Sao Paulo. Là, Gérard le présenta à ses futurs protecteurs, Géza et Gita Stammer, un couple hongrois exilé depuis 1948. Bien qu'ils affirmaient ne pas sympathiser avec le nazisme, ils partageaient certaines opinions révisionnistes à propos de l'Holocauste, ils que facilités sont la volonté d'accueillir un étranger comme Peter Hochbichler, soi-disant un Suisse intéressé par la vie rurale. La proposition semblait avantageuse. Les Stammer cherchaient un gérant pour un domaine de 15 hectares à Nova Europa, une ville allemande au nord-ouest de Sao Paulo. Peter, il présentait comme propriétaire de ranch expérimenté, disposé d'investir dans Brésil. Bien qu'il ait refusé tout salaire, prétextant ne rechercher que la tranquillité d'esprit, son comportement a rapidement attiré l'attention des ouvriers. Il était autoritaire, colérique et peu qualifié dans les travaux agricoles, même s'il a démontré une certaine expertise vétérinaire en opérant avec succès un veau atteint d'une hernie. L'impression générale, cependant, était celle d'un homme réservé et distant, à la réalité de Lachan, plus loin intéressé dans l'ire philosophie que dans plomb implantation. Que contraste non passé inaperçu. Le dame balbutiait, il a dit sentir inconfortable par son attitude autoritaire, et parallèlement, les employés commencèrent à remarquer des détails inhabituels. Il portait toujours un chapeau, même au soleil, et évitait de montrer son visage. Sa tenue formelle, inappropriée à un environnement rural, renforçait le sentiment que l'homme cachait quelque chose. Cette prudence était fondée. Depuis Paris, Zvi Aharoni dirigeait une nouvelle unité de la Mossad concentrée exclusivement dans son capturé. Où est bien sa localisation exacte restait un mystère, mais le réseau israélien avait commencé à reconstituer la carte de ses déplacements, élargissant patiemment et discrètement le siège. Même confiné au domaine de Nova Europa, l'ange de la mort vivait dans un état de paranoïa constant. Selon Gita Stammer, durant les premiers mois, il osait à peine quitter la maison, mais des rapports du Mossad indiquaient qu'il se rendait occasionnellement dans d'autres propriétés près de Sao Paulo, ou traversait la frontière avec le Paraguay, trouvant refuge dans la résidence rurale d'Alban Krug à Oeno. Pour infiltrer ce cercle, les Israéliens eurent recours à des stratégies peu conventionnelles. Un agent britannique fut chargé d'aborder l'une des filles de Krug, mais sans succès. Même Rafi Eitan, l'un des principaux dirigeants de l'opération Eichmann, alla jusqu'à affirmer l'avoir vu de ses propres yeux au domaine paraguayen, une version confirmée par ses collègues. D'en doute par son ignorance de la langue et la difficulté de accéder à cercles si fermés. Zvi Aharoni, depuis Paris, reconnut le frustration. Après plusieurs voyages à Paraguay dans 1961, ils n'ont pas réussi à obtenir d'indices solides. Certains agents se sont fait passer pour des historiens ou des conseillers financiers, mais ils n'ont même pas réussi à établir de liens directs avec des proches de Mengele. L'hypothèse d'une clandestinité entre le Paraguay et le Brésil semblait solide, mais le manque de preuves concrètes a empêché toute action directe. Malgré les ressources investies et l'ampleur croissante de l'opération, le Mossad n'a pas pu confirmer sa localisation avec la certitude requise pour un enlèvement. Simultanément, l'Allemagne occidentale suit maintenir son propre enquête. En février 1961, Fritz Bauer a étendu la demande d'extradition au Brésil, sur la base des rumeurs non vérifiées circulaient selon lesquelles Mengele s'y était réfugié.
Le diplomate Peter Bench, d'Ascension, a rassemblé des documents et tenté d'interroger des témoins potentiels, mais les autorités paraguayennes bloquaient le processus, argumentaient que non, ils avaient obligation de coopérer si l'accusé était un citoyen du pays. En raison de l'atmosphère tendue en Nouvelle-Europe et de certaines suspicions qui commençaient à se faire jour à émerger, Joseph Mengele convenu à se déplacer ensemble à le balbutier à un domaine à Serra Negra, une région montagneuse au nord de Sao Paulo. D'abord réticent, il s'est vite senti à l'aise. Il a collaboré à des travaux de menuiserie et a parlé de la lieu comme un abri spirituel, mais que apparent équilibre n'en a pris du temps d'en s'effondrer. Gita Stammer remarquait ses sautes d'humeur. Il passait de l'affabilité au repli sur soi, et son traitement envers les ouvriers était humiliant et agressif. Les doutes grandissaient. Malgré ses affirmations d'être issu d'une famille paysanne, son langage, son intérêt pour la littérature et son attitude paranoïaque envers les visiteurs contredisaient son récit. Jusqu'au jour où, entre les pages d'un journal oublié, Gita trouva une photographie. Était un jeune officiel nazi avec un sourire indubitable. Il confrontait, et bien que, au début, il est resté silencieux, mais cette même nuit, il a avoué sa véritable identité. L'impact fut immédiat. Geza Stammer se rendit à Sao Paulo et contacta Wolfgang Gerhard, OMS promit gérer son transfert. Peu après, arrivait Hans Sedlmayr d'Allemagne, envoyé par la famille de Mengele. Il apportait argent et promesses, mais aucune solution. La tension ne fit que s'accroître. Mengele commença à blâmer ses hôtes pour sa situation, et son attitude devint de plus en plus hostile. Dans un moment de désespoir, les Stammer songèrent à le dénoncer, mais Gerhard les en dissuada par un avertissement à peine voilé. Il feint de la bourreau. Mengele meurt en liberté. Lorsque sa relation avec les Stammers a finalement pris fin, Joseph est entré dans une période marquée par l'isolement émotionnel et une croissante dépendance de la correspondance familiale. Bien que toujours dénombré avec le aide ponctuel de Hans Sedlmayr et de la jeune Karl-Heinz, était son fils Rolf OMS occupé un lieu chaque temps plus loin pertinent dans leurs pensées. Le fugitif entretenait avec lui une correspondance intense, non seulement comme une forme d'affection différée, mais aussi pour influencer sa perception. Ses lettres étaient pleines de reproches voilés, d'appels au devoir filial et de réflexions amères sur sa situation. Il a affirmé son innocence avec tonifié didactique, en essayant d'élégitimer n'importe lequel jugement éthique ou des informations historiques sur son passé, tout en regrettant le manque d'engagement financier de la part de son fils. Malgré son enthousiasme initial pour les retrouvailles, Mengele sentit que Rolf ne cherchait pas une réconciliation, mais plutôt des réponses. Ce soupçon le poussa à adopter une attitude défensive et rhétorique, insistant dans que n'importe lequel conversation, j'ai dû éviter essais simplistes ou postes morales pré-réglés. Dans son vision, il dialogue. J'ai dû être entre égales, libre de que appelé ressentiment bon marché, soit simplifications émotionnelles. Avec il passé de l'échange, je revenait évident que son ouverture était seulement apparent, rejeté. Il a renoncé à toute remise en question profonde de son rôle à Auschwitz et s'est réfugié dans des attaques contre la presse, le communisme et l'ignorance historique. Le souche épistolaire, il aggravé par le parallèle constant que établit entre Rolf et Karl-Heinz. Il a élevé ce dernier au rang d'exemple de maturité, d'effort et de loyauté, tout en dénigrant les choix de vie du premier, de l'abandon de son doctorat à l'échec de son mariage. Il a même critiqué le mode de vie de son fils, l'accusant de aspirant à une fausse modestie incompatible avec la dignité familiale. Chaque lettre témoignait d'une tentative persistante de façonner l'identité de Rolf à distance, transformant la relation en un monologue empli de culpabilité et de frustration. D'un autre côté, la relation avec les Stammer a fini par s'effondrer. Geza Stammer est parti le domaine, et ni l'un ni l'autre même pas le arrivé de Sedlmayr, avec argent réalisation revenir le rupture définitive. Après avoir surmonté l'effondrement avec les bégaiements et enveloppé dans une solitude croissante, le médecin nazi a canalisé leur énergie vers un but chaque temps plus loin obsessionnel, orchestrer un visite le secret de son fils Rolf. Depuis 1973, il avait élaboré un plan méticuleux, quasi militaire, avec des instructions détaillant chaque étape du voyage. Il recommandait d'utiliser un faux passeport, d'éviter les schémas prévisibles, de circuler entre les stations de métro et les hôtels sans éveiller les soupçons et d'abandonner la mission au moindre signe de filature. Pour Mengele, l'erreur était inadmissible, le moindre faux pas pouvait lui coûter sa liberté.
Rolf, par son parti, a pris du temps 4 années dans accepter le proposition. Non, il passionnait ni l'un ni l'autre la nostalgie, mais aussi le besoin d'affronter directement l'homme derrière des décennies de justifications épistolaires. Il en avait assez de la correspondance et du ton condescendant de son père, qui ne reconnaissait jamais sa culpabilité, ni n'acceptait de jugement sur son passé. Malgré cela, le voyage suscitait des émotions contradictoires. Entre devoir familial et répulsion morale, entre le besoin de réponse et la peur de confirmer ses soupçons. Pendant ce temps, Hans Sedlmayr, l'intermédiaire habituel de la famille, fut contraint de supposer le poids logistique de l'opération. Gérer réunion précédente avec Karl-Heinz. Pour coordonner la livraison de l'argent, il examina les itinéraires possibles entre le Luxembourg et Sao Paulo et tenta de calmer l'anxiété de Mengele, qui ne tolérait aucun changement au plan initial. Les lettres du fugitif respiraient l'impatience et la maîtrise de soi. Il exigeait de connaître chaque détail du faux passeport, s'opposait à ce que son fils conduise sans papier en règle et était indigné à l'idée que Rolf se comporte comme un touriste sans suivre des instructions strictes. Simultanément, Sedlmayr avertit à Joseph à propos, il abîme générationnel qu'il le sépara de son fils. Cela lui rappela que le monde avait changé et qu'il ne pouvait juger à distance une réalité qu'il ne comprenait plus. Mais les tensions ne tardèrent pas à s'exacerber. Las des exigences, Sedlmayr demande à être relevé de son rôle de médiateur. Cependant, il finit par céder une fois de plus pour éviter que la rencontre ne soit avortée. Finalement, le voyage fut programmé pour octobre 1977 avec une visite supplémentaire de Hans Rudel. Horizon, bien que la réunion entre père et fils toujours était lointain beaucoup de il que tous deux attendaient. Après avoir fixé une date de voyage définitive, Rolf quitta Francfort pour Rio de Janeiro à bord d'un vol charter Varig. Il était muni d'un passeport volé quelques mois plus tôt à une connaissance. Pendant clous vacances, îles similaires entre les deux toits, il semblait assez pour contourner les contrôles migratoires, et il document, selon son père, j'ai dû être à preuve de erreur. Outre son passeport, il transportait des cadeaux pour les bossaires, de l'argent liquide, un dictionnaire latin et plusieurs courses personnelles de son père. Il était accompagné d'un ami proche, dont il n'a jamais révélé l'identité, chargé de conserver son véritable passeport en cas de problème. Alors qu'il accomplit le visite dans Saint-Polo, son compagnon j'apprécierait quelques jours dans la plage, et ils reviendraient tous les deux ensemble sur le vol de retour. Rolf passait le d'abord soirée dans un hôtel de luxe dans Rivière. Inscrit faible l'identité, il a emprunté de l'argent et, le lendemain, a pris un vol intérieur pour Sao Paulo. Pour éviter d'être suivi, il a pris plusieurs taxis et évité les itinéraires directs avant d'atteindre la maison des bossaires. Il a effectué le dernier trajet dans une camionnette délabrée, traversant des chemins de terre jusqu'à un quartier modeste, où Toi attendait la maison de son père. Réunion après il y a plus de 20 ans, cela ne se déroulait pas dans un cadre imposant, mais dans une humble demeure au sol de briques et au mobilier épuré. Mengele, vieillissant, visiblement anxieux et ému, accueillit son fils avec une étreinte gênée, les larmes aux yeux. Les premiers échanges furent prudents. Rolf choisit d'adopter un ton modéré, à l'écoute. Le argument de son père sans le confronter ouvertement, avec l'intention pour le faire baisser sa garde. Petit à petit, il commença à lui poser des questions incisives sur son séjour à Auschwitz, évitant les jugements directs et cherchant des incohérences. Joseph répondit « Divagation philosophique, références pseudo-scientifiques et longue justification à propos. La sélection des prisonniers, comparant son travail à celui d'un médecin de guerre contraint de décider qui soigner en premier. » Il rejetait toute responsabilité dans les décès et maintenait que son intervention, selon lui, avait sauvé des vies. Pendant les 2 semaines qu'ils vivaient ensemble, Rolf a carreau que son père conservait une lucidité intellectuelle, mais aussi une déconnexion totale avec les principes les plus fondamentaux de l'humanité. Malgré ses tentatives, il ne parvint pas à obtenir le moindre aveu de culpabilité. Finalement, il comprit qu'aucune réconciliation morale ne serait possible. Mengele ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre, que sa simple présence en ce lieu le contribuait à l'horreur. Malgré la tension qui s'était installée au fil des conversations, Rolf passait la plupart de ses journées en compagnie des bossaires, un couple qui avait gagné la confiance de son père et qui, contrairement au Stammer, le traitait avec un mélange de respect, d'affection et de nostalgie. Dès le début, les bossaires s'efforcèrent de rendre sa visite aussi agréable que possible.
bien que non, ils ont mis beaucoup de temps dans un avis certaines distances émotionnelles entre père et fils. Liselotte, la épouse, il résumait avec franchise « Non, il semblait avoir une connexion réelle entre les deux, mais si une forme de je respecte silencieux, marqué peut-être par le conflit générationnel et l'abîme moral qui les séparait. » Rolf, quant à lui, observait attentivement les liens que son père avait tissés avec les deux familles qu'il avait accueillies au Brésil. Tandis que les Stammers finissaient par se sentir harcelés par son attitude autoritaire et son personnage inflexible, le Bosser. Ils ont trouvé en lui un interlocuteur brillant, capable d'offrir des réponses à leurs préoccupations passées. De plus, ils comprenaient que, malgré ses excentricités et ses accès de mauvaise humeur, il avait besoin de leur aide. Aide et son dévotion, quelque chose que était disposé à offrir sans attendre rien à changement. Lorsqu'ils étaient mal à l'aise en sa présence, ils s'éloignaient simplement ou le faisaient savoir sans rancœur. Pendant ce jour, Rolf accompagnait son père à lieu avec signification personnelle. Ensemble, ils ont visité d'anciennes propriétés à Serra Negra et Caieiras, où ils ont été chaleureusement accueillis. Ils se sont également rendus à Bertioga, une plage à l'est de Sao Paulo, ignorant qu'elle serait là-bas où son vie finirait 16 mois après. Dans un bijoutier local, Mengele a acheté une bague en émeraude pour Almut, la fiancée de Rolf, en guise de geste de réconciliation ou peut-être d'adieu anticipé. A étendu que le visite île s'approchait à son fin, l'atmosphère entre les deux, il semblait moins la tension était palpable, même si Rolf savait que leurs différends resteraient entiers. Le jour du départ, les retrouvailles se terminèrent par un bref adieu discret à l'aéroport de Sao Paulo. Joseph, paranoïaque à l'idée d'être surveillé, prononça à peine une phrase avant de s'éloigner. Rolf savait qu'il ne le reverrait jamais. Le retour de Rolf en Allemagne marqua la fin de tout espoir de réconciliation durable entre père et fils. Malgré sa retenue émotionnelle durant le voyage, Joseph Mengele a été laissé profondément affecté par le départ. Dans le semaine suivant, elle tenta de maintenir le lien par des lettres, le remerciant pour le temps passé ensemble et déplorant la brièveté de leur rencontre. Ces mots trahissaient un mélange de fierté contenue et d'amère résignation. Elle reconnaissait que son fils n'avait pas succombé à son influence, mais elle était au moins heureuse d'avoir reçu la visite d'une personne de son sang. Au même temps, détérioration physique et psychologique, vers plus loin évident. Il a refusé de déménager dans des zones plus agréables, craignant que tout nouveau contact puisse représenter une menace. Son isolement était déjà absolu, mais désiré entreprise. Sur le plan physique, l'état était de plus en plus préoccupant. Hypertension, infection, douleurs chroniques dans le dos et problèmes prostate il portait aux limites. Le peu personnes, ceux qui le connaissaient encore, commençaient à l'éviter, lassés de ses plaintes. Même ses proches, comme Wolfram Bosser, le traitaient avec indifférence. Pour Mengele, c'était presque une trahison. Dans une lettre à Sedlmayer, il déplorait n'avoir même pas été informé de la naissance de son petit-fils, et l'absence de nouvelles de Rolf le plongeait dans une profonde tristesse. C'est alors qu'il accepta l'invitation des Bosser à passer quelques jours à la plage. Selon il même dit avant de partir, « Allez parce que mon vie déjà a fini ». Le soir du 7 février 1979, le médecin nazi accepta enfin de sortir. Le soleil brillait encore. Chute avec forcé quand décidé entrer aux mers, peut-être recherche quelque chose de relief. Dans un d'abord moment, rien n'indiquait danger, mais à peine quelques minutes après, a commencé secoué, piégé par un actuel que il intensifiait rapidement. Andreas Bosser. Il fut le premier à se rendre compte que quelque chose n'allait pas et alerta son père, qui réagit immédiatement. Wolfram Bossert sauta à l'eau sans hésiter. Il atteignit Mengele alors qu'il pouvait à peine bouger. Paralysé par un deuxième apoplexie. Avec énorme effort, nager avec un maintenait le corps de l'autre, sans sentir de fond sous ses pieds. Un instant, Mengele sembla reprendre conscience et tenta de se caresser seul, mais cette volonté fugace disparut aussi vite qu'elle était apparue. Son bras s'affaissa, son visage perdit toute expression et il n'eut plus aucune réaction. À dur chagrin, Bosser, réalisation effet de levier, il poussait de le surf pour approche à le banc. Un groupe de personnes est entré dans l'eau pour aider à retirer le corps. Mengele a été déposé sur le sable pendant qu'un médecin présent tentait de le réanimer. Pendant quelques secondes, une faible réaction a semblé se faire entendre, mais les efforts se sont avérés vains. Au fil des heures et de la marée montante, le corps dut être déplacé à plusieurs reprises pour éviter que l'eau ne le recouvre.
La scène, de plus en plus absurde et dévastatrice, culmina avec l'arrivée de l'agent Expedicio Diaz Romao. Il faisait déjà nuit lorsqu'il arriva. Front au cadavre, Liselott Bosser détenut un bougie allumée dans squat à côté de sa tête, répétant d'une voix brisée « Tonton est mort ». Joseph Mengele est décédé sans avoir été attrapé, jugé, ni l'un ni l'autre, même pas identifié avec certitude pendant des décennies. Son impunité n'était pas accidentelle. Elle résultait de l'inefficacité des mécanismes juridiques internationaux, du manque d'intérêt de certains gouvernements et des réseaux de protection qui accueillit sans conséquence. Ni l'un ni l'autre le Allemagne occidentale réalisation problème. Un commande de son arrestation a eu lieu bien après la guerre, et le Mossad n'a pas donné la même priorité à son cas qu'à celui d'Adolf Eichmann. Le système judiciaire international a montré ses limites. Chaque pays demandait plus de preuves, plus de garanties, plus loin formalités. Mais alors que tellement, il tangeait jouer à service de la fugitif. Malgré multiples indices, son tracé toujours il évaporé avant de n'importe lequel opérationnel réel. Les priorités politiques ont changé, et Mengele est resté libre. Son cas. Non seulement preuve un vol physique, mais aussi une évasion symbolique. Jamais il a témoigné, n'a jamais entendu les accusations et n'a jamais été contraint de justifier ses actes. Et ce vide a laissé une blessure historique, celle d'un crime impuni protégé par les retards, la bureaucratie et la négligence.